Le lavage de cerveau subi par les fumeurs. Bonjour, je suis David Vigneron, formateur en hypnose clinique et thérapie brève, infirmier diplômé d'État. J'ai notamment développé, conceptualisé la méthode ATN, arrêt-tabac.net. Dans cette vidéo dans laquelle je suis ravi de vous accueillir, je vais vous expliquer le lavage de cerveau subi par les fumeurs. Je vais décortiquer les mécanismes psychologiques qui maintiennent les fumeurs dans cette dépendance malgré très souvent leur désir d'arrêter. Je vais également vous révéler les techniques de manipulation qui sont utilisées par l'industrie du tabac pour entretenir cette dépendance. Mon objectif ici est de vous aider à comprendre ces mécanismes pour mieux accompagner vos consultants, ceux qui fument, dans leur sevrage tabagique. Avant de démarrer, précision, vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier, profitez-en. Allez, on y va, c'est parti, le lavage de cerveau subi par les fumeurs. Alors, c'est un phénomène complexe, insidieux aussi, qui s'installe dès les premières cigarettes. On parle d'un conditionnement mental, et il est la principale raison pour laquelle vos consultants ont tant de difficultés à arrêter de fumer, bien plus que la dépendance physique à la nicotine en elle-même. Dès l'enfance, le subconscient de vos consultants a été bombardé par des messages qui leur faisaient croire que les cigarettes procurent détente, relaxation, courage aussi, confiance en soi. Les médias, la publicité, la société en général ont contribué à créer cette image glamour, séduisante aussi du tabagisme. Même si la publicité directe est aujourd'hui interdite, les films et séries continuent de montrer des personnages qui fument, ce qui renforce l'idée que c'est cool de fumer, que c'est bien, que finalement c'est sophistiqué. Ce conditionnement est si profond que vos consultants en viennent à croire que la cigarette est indispensable pour gérer le stress, se socialiser ou se concentrer. Ils développent la conviction que sans cigarette, ils ne pourront plus profiter pleinement de la vie. Bien sûr, c'est une illusion puissante qui les maintiennent prisonniers de leur addiction. Le lavage de cerveau agit également en minimisant les dangers du tabac. Vos consultants ont tendance à ignorer, ils le savent, mais ils ignorent les avertissements sur les paquets et ils se focalisent sur des anecdotes rassurantes comme cet oncle qui a fumé toute sa vie sans aucun problème. Ils refoulent la réalité des risques pour leur santé car admettre la vérité rendrait évidemment impossible de continuer à fumer. Un autre aspect du lavage de cerveau, c'est l'association entre la cigarette et certains moments clés de la journée. Les neuroassociations, café du matin, la pause au travail, pause clope, l'apéritif entre amis, café clope, etc. Ces rituels ancrent profondément l'habitude de fumer dans le quotidien de vos consultants. Ils en viennent à croire qu'ils ne peuvent pas apprécier ces moments sans cigarette. Le conditionnement social joue un rôle majeur. Vos consultants ont souvent commencé à fumer pour s'intégrer à un groupe, paraître plus matures, plus rebelles. Cette association entre cigarette et identité sociale reste ancrée même des années plus tard. Ils craignent de perdre une partie de leur personnalité en arrêtant de fumer. Le lavage de cerveau s'auto-entretient, si je peux dire, par un mécanisme de dissonance cognitive. Vos consultants savent que fumer est nocif, mais comme ils continuent à le faire, ils se persuadent que finalement c'est pas si grave ou que ça n'arrive qu'aux autres. Cette rationalisation leur permet de continuer à fumer sans finalement trop culpabiliser. L'industrie du tabac a largement contribué à ce lavage de cerveau en utilisant de techniques de marketing qui sont très bien faites, qui sont sophistiquées. Par exemple, l'association de la cigarette avec des images de liberté, d'aventure, de rébellion a profondément marqué l'imaginaire collectif. Les cigarettiers ont aussi longtemps nié ou minimisé les dangers du tabac, ce qui a semé le doute dans l'esprit des fumeurs. Le lavage de cerveau agit également en créant une fausse dichotomie entre fumeurs et non-fumeurs. Les fumeurs en viennent à croire qu'ils appartiennent à un groupe à part, plus cool et à la fois plus décontracté. C'est un super groupe finalement.
Bien sûr, cette illusion d'appartenance renforce leur rattachement à la cigarette. Un autre aspect pernicieux du lavage de cerveau, c'est la croyance que la cigarette aide à gérer les émotions. Vos consultants pensent avoir besoin d'une cigarette pour se calmer quand ils sont stressés ou pour se réconforter quand ils sont tristes. En réalité, écoutez bien ceci, la cigarette ne fait que soulager temporairement le manque de nicotine, mais cette association est profondément ancrée en eux. Le lavage de cerveau fait aussi croire aux fumeurs qu'ils apprécient réellement le goût et l'odeur du tabac que personnellement j'aime pas du tout. Bien sûr c'est faux, ils ont simplement appris à tolérer quelque chose de fondamentalement désagréable pour obtenir leur dose de nicotine. Cette illusion les empêche de voir la réalité, la stricte réalité de leur addiction. Enfin, le lavage de cerveau entretient l'idée que l'arrêt du tabac est extrêmement difficile, voire impossible pour certains. Cette croyance devient une prophétie autoréalisatrice qui décourage vos consultants avant même qu'ils essaient d'arrêter de fumer. Pour aider vos consultants à se libérer de ce lavage de cerveau, il est crucial de les amener à prendre conscience de ces mécanismes et à remettre en question leurs croyances sur le tabac. C'est la première étape vers une libération durable de l'addiction. Le lavage de cerveau entretient de nombreuses croyances erronées chez vos consultants fumeurs. La plus répandue est que la cigarette les aide à se détendre et à gérer leur stress. On en a parlé. En réalité, c'est tout l'inverse. La nicotine est un stimulant qui augmente le rythme cardiaque, la tension artérielle et la sécrétion de cortisol, hormone du stress. La sensation de détente ressentie n'est que le soulagement temporaire du manque. Cette croyance est particulièrement tenace parce qu'elle s'appuie sur des expériences réelles du fumeur qui a l'impression de se détendre dans sa tête. Quand il est stressé et qu'il fume, il ressent effectivement un soulagement, mais ce qu'il ne réalise pas, c'est que ce stress était en grande partie causé par le manque de nicotine. La cigarette ne fait que ramener le fumeur à un état, je mets des guillemets, normal, celui qu'un non-fumeur ressent naturellement. Une autre illusion tenace est que fumer aide à la concentration. Vos consultants pensent ne pas pouvoir travailler efficacement sans cigarette. C'est faux. La nicotine ne fait que soulager le manque qui perturbe leur concentration. Un non-fumeur n'a pas besoin de cigarette pour se concentrer. Cette croyance est renforcée par l'association que font les fumeurs entre certaines tâches et la cigarette. Par exemple, beaucoup de vos consultants ont pris l'habitude de fumer en travaillant. Ils viennent à croire que la cigarette est nécessaire à leur processus créatif ou intellectuel, alors qu'elle ne fait que satisfaire leur dépendance. Beaucoup de fumeurs croient aussi que la cigarette les aide à socialiser et ça leur donne une impression de s'intégrer, de pouvoir rencontrer des personnes, de discuter avec des inconnus, etc. C'est un leurre. En réalité, fumer les isole de plus en plus des non-fumeurs et ça crée une dépendance sociale qui, je trouve, est malsaine. Cette croyance est particulièrement forte chez les fumeurs qui ont commencé jeunes pour s'intégrer à un groupe. Ils ont associé la cigarette à l'acceptation sociale et ils ont ainsi du mal à imaginer leur interaction sociale sans cette cigarette. Pourtant, les non-fumeurs n'ont aucun problème à socialiser sans cigarette. Le lavage de cerveau fait croire à vos consultants qu'ils apprécient réellement le goût et l'odeur du tabac. C'est faux. Ils ont simplement appris à tolérer quelque chose de fondamentalement désagréable pour obtenir leur dose de nicotine. Cette illusion est entretenue par l'association entre la cigarette et certains moments de plaisir, après un bon repas, pendant une pause, etc. Le fumeur attribue à tort son plaisir à la cigarette alors qu'il s'agit en réalité du plaisir lié à la situation en elle-même, combiné au soulagement du manque de nicotine dont je vous ai déjà parlé. Une croyance particulièrement néfaste est que la cigarette aide à contrôler le poids. Certains de vos consultants, surtout les femmes, pardon mesdames, craignent de grossir s'ils arrêtent de fumer. En réalité, le tabac perturbe le métabolisme et n'a qu'un effet minime sur l'appétit. Cette croyance est renforcée par le fait que la nicotine peut effectivement supprimer légèrement l'appétit. Cependant, les effets néfastes du tabac sur la santé et la forme physique sont bien plus importants que ce léger effet coupe-faim.
De plus, de nombreux ex-fumeurs constatent qu'ils retrouvent un meilleur rapport à la nourriture une fois libérés de la cigarette. Le lavage de cerveau fait aussi croire à vos consultants qu'ils sont incapables d'arrêter de fumer. Ils se persuadent qu'ils manquent de volonté ou qu'ils sont trop dépendants. C'est faux, n'importe qui peut arrêter avec la bonne méthode et le bon état d'esprit, le bon mindset. Cette croyance est particulièrement handicapante parce qu'elle devient une prophétie autoréalisatrice. En croyant qu'ils ne peuvent pas arrêter, vos consultants ne font pas les efforts nécessaires ou sabotent inconsciemment leur tentative. Enfin, beaucoup pensent qu'arrêter de fumer est extrêmement difficile et demande une volonté de faire. Cette croyance est un frein majeur qui les empêche même d'essayer. En réalité, c'est le lavage de cerveau qui rend l'arrêt difficile, pas la dépendance physique en elle-même. Cette croyance est entretenue par les récits d'échecs d'autres fumeurs et par l'industrie du tabac elle-même, qui finalement a grand intérêt à ce que les fumeurs pensent qu'il est presque impossible d'arrêter. Pour aider vos consultants à se libérer de ces croyances erronées, il est essentiel de les confronter à la réalité. Encouragez-les à remettre en question chacune de ces idées reçues et à les tester par eux-mêmes. Par exemple, ils peuvent essayer de gérer une situation stressante sans cigarette et constater qu'ils y arrivent finalement très bien. Il est également important de leur faire prendre conscience que ces croyances ont été implantées dans leur esprit par le lavage de cerveau de l'industrie du tabac. En comprenant l'origine de ces idées, ils seront plus à même de s'en libérer. Quelles sont les techniques de manipulation utilisées par l'industrie du tabac? Allez-vous me dire, c'est une excellente question à laquelle je réponds juste après ceci. Je m'adresse aux hypnothérapeutes, sophrologues et relaxologues qui rêvent de trouver une méthode efficace pour aider leurs consultants à arrêter de fumer définitivement. Saviez-vous que des techniques innovantes ont émergé depuis quelques années et que leur efficacité a été prouvée par de nombreux praticiens en sevrage tabagique? C'est à peine croyable, pourtant c'est démontré, ils réussissent à obtenir jusqu'à 95% de réussite. J'ai moi-même amélioré de manière spectaculaire les résultats de mes accompagnements en sevrage tabagique grâce à une approche totalement différente de ce que proposent la plupart des professionnels. Cette méthode que j'ai développée, tous les praticiens en relation d'aide pourraient en bénéficier. C'est pourquoi je vous propose une conférence en ligne dédiée à la prise en charge de l'arrêt du tabac. Elle est réservée aux professionnels de l'accompagnement et l'accès est actuellement gratuit. Inscrivez-vous dès maintenant pour en profiter, c'est sous cette vidéo. Je vous y partage 5 fausses idées reçues sur le tabac et les 2 erreurs commises par les praticiens en sevrage tabagique qui font échouer énormément d'accompagnements. Je vais aussi vous donner les 3 dépendances liées au tabac qui vont convaincre vos consultants d'arrêter rapidement, définitivement, ainsi que la technique qui va permettre aux gens que vous accompagnez de diviser immédiatement par 2 leur consommation. Grâce à cette conférence, vous allez comprendre pourquoi l'hypnose a un impact aussi positif et profond dans un contexte de sevrage tabagique. Je vous livrerai d'ailleurs mes meilleurs arguments pour réussir un sevrage tirés de mon expérience en cabinet à accompagner des fumeurs de tout âge et de tout milieu. C'est une conférence en ligne qui dure environ 1h15 et je la propose actuellement en accès gratuit pour une période réduite. Je vous précise que les places sont limitées afin de pouvoir répondre à vos questions de manière personnalisée. Alors inscrivez-vous maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Merci pour votre confiance. Allez, on reprend avec les techniques de manipulation utilisées par l'industrie du tabac. Vous le savez, vous vous en doutez, l'industrie du tabac a longtemps utilisé des techniques de manipulation, quand même sophistiquées, de bonnes techniques de manipulation, si je peux dire, pour entretenir le lavage du cerveau des fumeurs. Même si la publicité directe est interdite, ces techniques continuent d'influencer subtilement vos consultants. Une stratégie clé est l'association du tabac avec des images positives. La liberté, la rébellion, la sophistication, la virilité pour les hommes, la minceur pour les femmes, etc.
Ces associations sont profondément ancrées dans l'inconscient collectif. Par exemple, vous avez cette fameuse image du cow-boy Marlboro qui a été l'une des premières campagnes publicitaires, en tout cas la campagne publicitaire la plus efficace de l'histoire. Elle associait la cigarette à des valeurs de liberté, d'aventure et de masculinité. Même des décennies après son interdiction, cette image continue d'influencer la perception du tabac. Les cigarettiers ciblent particulièrement les jeunes, sachant que c'est à l'adolescence que la plupart des fumeurs commencent. Ils utilisent un marketing subtil pour faire passer le message que fumer est un rite de passage vers l'âge adulte. Par exemple, ils sponsorisent des événements musicaux ou sportifs populaires auprès des jeunes. Ils utilisent aussi les réseaux sociaux et les influenceurs, pas bien, pour promouvoir subtilement leurs produits, contournant ainsi bien sûr les interdictions de publicité directe. L'industrie du tabac s'efforce aussi de minimiser les risques pour la santé. Elle finance des études scientifiques, et je mets des guillemets, biaisées, pour semer le doute sur les dangers du tabac. Elle promet l'idée qu'il existe des cigarettes légères ou moins nocives, ce qui est faux bien sûr. Cette stratégie de désinformation a été particulièrement efficace. Pendant des décennies, les cigarettiers ont nié le lien entre tabac et cancer, malgré les preuves scientifiques accablantes. Ils continuent aujourd'hui à minimiser les risques, notamment en promouvant de nouveaux produits comme les cigarettes électroniques qui sont, selon eux, des alternatives saines, ce qui est faux. J'évoque d'ailleurs cela dans d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube. Une autre technique est de présenter le tabagisme comme un choix personnel et une liberté individuelle. Ça permet de détourner l'attention des manipulations de l'industrie et de faire porter finalement la responsabilité sur le fumeur. Cette rhétorique du choix personnel est particulièrement pernicieuse parce qu'elle ignore la nature addictive de la nicotine. Elle fait aussi et surtout porter la culpabilité sur le fumeur, ce qui l'empêche de voir qu'il est victime d'une industrie qui l'a délibérément rendu dépendant. Les cigarettiers utilisent aussi le packaging pour attirer les consommateurs. Les paquets sont conçus pour être attrayants et donner une impression de qualité malgré les avertissements sanitaires obligatoires. Par exemple, certaines marques utilisent des paquets aux formes originales ou des éditions limitées pour attirer l'attention. Les couleurs et les designs sont soigneusement choisis pour véhiculer une certaine image de marque malgré les restrictions légales. Enfin, les cigarettiers s'efforcent de rendre leurs produits aussi addictifs que possible en utilisant les taux de nicotine, en les ajustant, en utilisant des additifs qui potentialisent la dépendance. Des documents internes de l'industrie du tabac rendus publics lors de procès ont révélé que les cigarettiers manipulaient délibérément les niveaux de nicotine pour maximiser l'addiction. Ils ajoutaient aussi des substances comme l'ammoniac pour augmenter l'absorption de la nicotine. Une autre technique insidieuse, il y en a du contenu dans cette vidéo, donc c'est important tout ça, c'est l'utilisation de la culpabilité et de la honte. L'industrie du tabac sait que de nombreux fumeurs se sentent coupables de leur habitude. Au lieu de les aider à arrêter, elle exploite ces sentiments pour les maintenir dans l'addiction. Par exemple, certaines publicités jouent sur l'idée que fumer est un petit plaisir coupable que l'on s'accorde malgré les risques. Cette approche normalise en quelque sorte l'idée de continuer à fumer malgré la connaissance des dangers. L'industrie du tabac utilise aussi la technique du doute fabriqué. Elle crée artificiellement une controverse scientifique là où il n'y en a pas pour semer le doute dans l'esprit des fumeurs sur les véritables dangers du tabac. Cette stratégie a été particulièrement efficace pour retarder les réglementations anti-tabac. En prétendant que les preuves scientifiques n'étaient pas concluantes, l'industrie a réussi pendant des années à éviter des mesures de santé publique plus strictes. Une autre manipulation consiste à atteindre les plus jeunes. Elle est un petit peu moins révélée celle-ci, notamment dans certaines séries ou certains films. Vous pouvez vous-même vous en rendre compte, vous regardez certaines séries ou certains films qui sont destinés à des publics adolescents et il n'est pas rare de voir des jeunes, des adolescents qui fument.
Voilà, vous voyez que c'est un vaste sujet, un sujet complexe aussi, peut-être parfois un petit peu tabou, je le crois en tout cas. J'espère que cette vidéo vous a plu, le contenu vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Si vous avez des questions, des remarques, commentaires, suggestions ou autres, vous pouvez m'en faire part, c'est sous cette vidéo. Je réponds à vos questions sans intermédiaire. Et enfin, inscrivez-vous au webinaire que je vous propose, c'est gratuit, c'est sous cette vidéo, le nombre de places est limité. Ne tardez pas, merci pour votre confiance et on se retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.